Bonjour à toutes et à tous pour ce dernier jour du congrès de l'Intech et ces deux derniers ateliers BIM. On vous propose d'aborder un sujet qui est rarement abordé, peut-être parce que ce sont des acteurs qui ne sont pas tout à fait dans la sphère des acteurs vraiment qui sont dans la construction même, mais de ceux qui font consommer du BIM, qui vont consommer de la donnée BIM. Et pour nous, ça nous paraissait intéressant d'ouvrir ce débat sur la vision et le rôle des bureaux de contrôle et des assureurs dans la maquette numérique et dans le BIM. Parce qu'effectivement, on l'a entendu, hein, il y a pas mal de questions sur la notion de responsabilité, de traçabilité, qu'est-ce qui se passe. Mais parce que finalement, ça va aussi changer ces métiers des bureaux de contrôle et des assureurs. Je vous propose de commencer donc par Frédéric Henry de l'AQC, parce que quand on parle contrôle technique et assurance, on parle aussi peut-être sinistre et pathologie. Donc ça pouvait être intéressant de savoir par rapport à la qualité, comment était perçu le BIM. Ensuite, on aura donc une intervention de Karine Miquel sur la partie bureau de contrôle. Et pour conclure le débat, la partie assurance, donc avec Monsieur Delcan sur la FSPSA. Je vous passe la parole. Merci. Bien, merci. Je suis donc Frédéric Henry de l'agence Qualité Construction. Je ne suis pas un spécialiste du BIM, je suis un généraliste de la construction. Mais en revanche, moi, je m'occupe de ce qui ne va pas. Les pathologies, les sinistres, les risques. Et quand on m'a demandé de préparer cette conférence, je me suis dit, mais finalement, je vais plutôt vous poser des questions. Hein. Comment le BIM va nous aider à réduire la sinistralité? Alors, vous allez voir, il y a une série de questions. Certaines sont peut-être pertinentes, d'autres, vous les laisserez passer. Hein. Alors, est-ce que ça marche? Juste un petit mot sur l'agence Qualité Construction. Donc, on est une association avec une quarantaine d'organismes, dont l'Intech, hein, je le souligne, et on travaille sur la non-qualité. Hein, vous voyez, et on estime qu'il y a à peu près 9 à 10% de l'activité du bâtiment qui part en non-qualité. Donc, ça vaut la peine qu'on se penche sur cette question. 10%, hein, vous prenez sur une année de 12 mois, vous enlevez un mois de vacances. Chacun d'entre vous, vous allez passer un mois à réparer vos bêtises. C'est ça la non-qualité, hein, aujourd'hui, pour vous situer l'enjeu du problème. Et nous, qu'est-ce que l'on fait, hein, on fait de la gestion de risque. Donc d'abord, on observe. Et ce matin, je vais vous proposer d'observer quelques petits points. Ensuite, on fait de la prévention et de la communication. Alors, je vais dérouler un certain nombre de questions avant le chantier, donc en conception, pendant le chantier, hein, ce que le BIM va nous aider, et puis on ne va pas oublier après le chantier. Hein. Donc, premier point, moi je pense qu'avec le BIM, on va pouvoir mieux prendre en compte les risques naturels. Hein, parce que je pense qu'avec le BIM, on va pouvoir simplement géolocaliser l'opération. Et si on peut mettre cela en connexion avec les risques naturels connus, vous voyez là, on a un certain nombre de cartes qui existent, on connaît tout cela. Hein, il suffira de dire, bah, attention, votre opération, elle est en zone inondable, elle est en zone sécheresse, etc. Prenez en compte tout cela. Vous allez voir qu'en matière de prévention, il y a toujours un principe, c'est d'identifier le risque. La première des choses, il faut connaître le risque, il faut l'identifier. En général, quand on prend un sinistre plus tard, c'est parce qu'on n'a pas identifié le risque. En général, pas toujours, mais c'est ça. Donc là, on commence à identifier le risque, on sait qu'il y a des problèmes, et on va pouvoir faire de la prévention. Deuxième point, moi j'aimerais bien qu'il y ait un point de passage obligé sur la connaissance du sol. Je ne sais pas comment, mais avec le BIM. Je veux dire, bon, est-ce que vous avez pris en compte le sol? Est-ce que vous avez fait l'étude de sol nécessaire? Et puis après, on va pouvoir définir les fondations, définir la structure. Hein. Vous voyez là un certain nombre de sinistres. Nous, à l'AQC, on a toujours constaté que les gros sinistres, les sinistres coûteux, venaient du sol. Donc ça serait bien d'avoir une démarche, hein, pour éviter ce genre de sinistre. Là, vous avez un retrait gonflement d'argile, hein, là, un mur de soutènement qui s'effondre. Donc
voilà, un point de passage obligé au niveau de la conception. Autre point, il y a ce qu'on appelle les produits. Hein, vous allez mettre dans votre BIM des produits, j'allais dire des produits intelligents ou dans lesquels il y a une information. Hein. Ça serait bien qu'il y ait l'information sur la sinistralité potentielle, sur ce que nous appelons le risque de sinistre sériel, en série. Hein, nous, on regarde un certain nombre de produits, plutôt des produits innovants, mais pas que des produits innovants, puis on va dire c'est bien, c'est pas bien, c'est risqué, c'est pas risqué. Et derrière, c'est assurable, c'est pas assurable. Donc voilà. Voilà par exemple des produits que nous avons constatés qui fuyaient, qui créaient du dégât des eaux. Ça vaut peut-être la peine de rentrer cette information dans le BIM. Alors juste une autre question aussi, c'est tout ce qui concerne la contrefaçon. Là on a une contrefaçon sur les marques. Hein. Est-ce qu'on va pouvoir gérer ce risque de contrefaçon? C'est pas sûr. Hein. Je vous ai dit, je pose des questions. Mais ça serait bien qu'on ait l'information. Alors, autre chose, c'est plus difficile à expliquer, c'est est-ce qu'on va pouvoir, dans le BIM, au niveau de la conception, avoir des points d'alerte sur les risques consécutifs? Vous voyez, bon, là, il y a une image d'un sol, d'un revêtement de sol qui gonfle. Alors, c'est pas grand-chose comme risque, apparemment. Mais si vous avez ce revêtement de sol dans un hôpital, hein, et que ça se met à gonfler et qu'on ne puisse pas utiliser l'hôpital, vous voyez les risques consécutifs et le coût que cela va engendrer. Et bien sûr, les responsables vont payer tout cela. Donc, c'est peut-être bien qu'il y ait des alertes avec des personnes qui ont regardé en amont le projet, qui ont dit attention, là, il ne faut pas se tromper. Hein, que ce soit des risques consécutifs, des points vulnérables. Alors, les points vulnérables, on le fait souvent quand on fait de la prévention incendie. Hein, et dans des bâtiments industriels, on dit attention, là, vraiment, il ne faut pas qu'il y ait un incendie. Donc on va être attentif encore plus à ce qui va se passer. Hein. Autre point, on va sans doute pouvoir alerter dès la conception sur des risques identifiés. Nous, on en connaît un certain nombre. Là, je vous montre des panneaux photovoltaïques avec le risque incendie. Bien, si dans votre conception, vous mettez des panneaux photovoltaïques, ça vaut peut-être la peine de dire allez voir ce qui se passe en réalité. Mettez des bons panneaux et mettez-les à terme correctement. Hein. Vous voyez, on peut toujours identifier les risques dès le départ. D'autres choses, ce sont les interfaces de performance, les interfaces de réglementation, hein, avec ces outils, ces produits intelligents qu'on va rentrer dans le BIM. Là, vous avez de la ouate de cellulose. Alors, si on met de ouate de cellulose, c'est développement durable, on récupère, c'est très bon thermiquement, mais il ne faut pas penser que thermique. Il faut penser aussi incendie. Vous voyez, et il faudrait qu'on ait ces deux informations à chaque fois, hein, pour éviter de se tromper. Hein, d'autres exemples, la perméabilité à l'air. Voilà, je fais un passage. Est-ce que je pense à la perméabilité à l'air qui risque de faire chuter mes performances? Autre souci, c'est la perméance des façades à la vapeur d'eau. Alors on rentre un peu dans la technique, mais c'est le fait que l'eau sous forme vapeur peut se condenser dans les façades. Et c'est là un des grands risques aujourd'hui, entre autres en rénovation. Donc il faudrait pouvoir alerter et voir qu'on a bien pris en compte ce risque. Vous voyez, on met du thermique, mais il y a peut-être de la vapeur d'eau qui peut se condenser. Ou alors on fait une rénovation thermique, attention à l'acoustique. Hein. Donc on a des interfaces de performance sur lesquelles il faut essayer de se pencher. Autre chose, les interfaces dimensionnelles. Ça peut se voir, à mon avis, dès la conception. Hein, vous voyez ce genre de sinistre qu'on récupère un petit peu plus tard. Donc, ça peut se voir à la réalisation, mais aussi à la conception. D'autres interfaces, hein, toujours au niveau dimensionnel, ça, c'est des choses qu'on voit malheureusement à l'arrivée. Je pense qu'entre personnes du bâtiment, vous avez compris le problème, hein, qui s'est passé quand on coupe les aciers d'une poutre. Hein, d'autres interfaces que l'on peut voir, mais ça se voit dès la conception. Alors ça, c'est un peu anecdotique, mais on peut comprendre qu'au niveau de l'organisation, on peut se débrouiller et éviter ce genre de risque. Autre chose, ça serait bien qu'on mette le BIM en lien très, très proche avec les moteurs de calcul. Alors, soit sur les équipements, soit sur le dimensionnement structurel. Les grands risques que l'on a, en thermique, au niveau des équipements, c'est que l'on surdimensionne les équipements, hein, en fonction de l'isolation thermique qui existe ou qui va exister. Donc il faudrait pouvoir tout de suite
bien dimensionner ses équipements, hein, quels qu'ils soient. Voilà, pareillement, au niveau structurel, hein, je change un élément dans mon BIM, je modifie donc la structure. Est-ce que derrière, je ne vais pas récupérer un effondrement ou quelque chose comme ça? Au cours du chantier, bien, il y a peut-être des phases un peu délicates au cours du chantier. Là, vous avez un effondrement en cours de chantier parce qu'on n'a pas prévu les charges nécessaires. Mais peut-être qu'on peut aussi limiter un certain nombre de risques par rapport à cela en disant attention, ben là, telle dalle ne peut pas prendre telle masse en plus. Hein. Voilà. Ou au niveau structurel, quand on fait un montage, il y a, vous savez, certains éléments de contreventement, d'antiflammement qui sont importants pour éviter ces difficultés. Il y a aussi des points sensibles sur un chantier. Vous avez sur la partie de gauche un carrelage. Donc on peut peut-être en profiter pour rappeler les quelques 3, 4, 5 points sensibles au niveau d'un carrelage. Hein, mettre des joints de fractionnement, mettre les bons produits, pas changer. Hein, ou alors sur le phasage du chantier. Vous voyez, quand on oublie de passer des fourreaux, des canalisations, ben on est peut-être un petit peu dans la difficulté. Et on va récupérer des problèmes plus tard. Hein. Qu'en est-il des modifications en cours de chantier? Là aussi, vous allez changer votre produit, en mettre un autre. Est-ce qu'il va avoir les mêmes caractéristiques dans tous les domaines? Thermique, acoustique, incendie, sécurité, etc. Hein? Là, par exemple, on a changé l'isolant thermique d'une cloison, hein, pour diverses raisons, peu importe. Mais on a oublié qu'on basculait un isolant thermique combustible et que le plombier n'était pas au courant, et avec son chalumeau, il a fait un feu de chantier. Donc vous voyez, là, on pourrait avoir un système d'alerte, vraisemblablement. Et puis, il faut penser aussi à la réception de travaux. Hein. Là aussi, il y a des logiciels de réception de travaux qu'on pourrait lier au BIM, et puis ça permettrait de résoudre tous les petits soucis que l'on voit au niveau de la réception de travaux. C'est toujours important d'avoir des réceptions de travaux sans réserve, hein, pour pouvoir faire jouer les garanties par la suite. Voilà, et j'ai presque fini, hein, encore 2 minutes, sur après le chantier, parce que pour nous c'est un point très important, la vie du bâtiment, la façon d'utiliser le bâtiment va être importante pour qu'on n'ait pas de sinistralité. Hein. Alors, bien sûr, un sujet qu'on évoque, c'est la responsabilité et la traçabilité. Hein, qui a demandé tel changement? Pourquoi? Etc. Ça va se faire, ça. Qu'on le veuille ou pas, il y aura à un moment donné une réflexion sur ces questions-là. Hein, et le BIM peut nous aider. Et alors, en matière de prévention, je vous ai dit, le premier point, c'est d'identifier le risque. Mais quand en plus on sait qu'on est potentiellement responsable de ce risque, on fait très attention. Hein. Quand on sait qu'à un stop, il y a une priorité à droite et qu'il faut s'arrêter, eh bien on fait attention, parce que si on tape la voiture qui arrive, eh bien c'est nous qui prenons toute la responsabilité. Donc on va freiner. Là, ça va être un petit peu la même démarche en matière de prévention. Voilà. Autre chose, c'est l'aide à la maintenance, à l'entretien. Bon, là, des exemples de toiture, de couverture. Bien oui. Pourquoi, par le BIM, on ne dirait pas à l'utilisateur: vous avez pensé à nettoyer vos toitures terrasses? Vous avez pensé à ramoner votre cheminée? Vous avez pensé à changer les filtres de votre VMC? Etc. Hein. Et là, on va sans doute aussi limiter la sinistralité. Voilà. Et puis malheureusement, s'il y a un sinistre, ça peut être une aide à l'expertise. L'expert va essayer de trouver la cause, hein, la cause du sinistre. Pourquoi il y a un problème d'écoulement d'eau? Alors, il se posera des questions et le BIM va sans doute l'aider. Est-ce que ça vient de la toiture terrasse ou est-ce que ça vient d'une rupture de canalisation? Hein, vous voyez? Donc, on va avoir sans doute des expertises un peu plus précises. Elles le sont déjà, mais là, ça va aider à aller un petit peu plus loin. Voilà. Le BIM, oui, mais ce n'est pas tout le BIM. Hein. En matière de qualité, je vais quand même donner un gros coup de frein, hein, par 2-3 slides, simplement. Il ne faut pas oublier la compétence des acteurs sur chantier. C'est quand même 80% de la sinistralité en fréquence. Hein. Donc vous voyez, là, quand sur le chantier, on fait un mur de cette manière-là, pour soutenir un plancher, on est mal parti. Hein. Voilà, hein. Autre chose que l'on peut voir, pour ceux qui ont fait un tout petit peu de maçonnerie, on a 1 ou 2 erreurs, mais ça, le BIM, il ne va pas l'éviter.
Hein. Et puis pour terminer, voilà une belle fenêtre. Et si vous regardez bien, elle ouvre sur l'extérieur. Merci. Alors, ce qui est bien, c'est que dans le mot BIM, le I, il est sur information, mais il peut peut-être aussi être sur intelligence. Hein, donc, sur la notion de compétence. Je pense qu'on aura un débat hein, sur cette notion. Est-ce que le numérique empêche ce recul hein, par rapport à ce regard hein, sur ce qu'on produit? On voit bien hein, dans les questionnements cette notion aussi, est-ce que le BIM, et si vous avez suivi un peu les conférences des autres jours, c'était de vous montrer qu'il y a ces croisements. Hein. On est dans le collaboratif, donc on va pouvoir croiser ces problématiques de détection de clash pour éviter d'avoir des percements, les marteaux-piqueurs ensuite, etc. Finalement, cette notion d'autocontrôle hein, qui pourrait se faire avec le BIM, ça pose la problématique du rôle des bureaux de contrôle par rapport à ce nouvel outil qui est la maquette numérique dans un processus collaboratif. C'est pour ça qu'on a donc demandé à Karine Miquel de venir nous parler un peu de cet aspect. Qu'en est-il par rapport au bureau de contrôle? Merci beaucoup. À vous la parole. Karine Miquel, donc j'interviens au titre de la COPREC, qui est notre organisation professionnelle des contrôleurs techniques. J'ai exercé le métier du contrôle technique pendant 16 ans, soit directement, soit en tant que manager d'une équipe de contrôle technique. Et je ne suis pas non plus spécialiste du BIM, donc j'ai essayé de me projeter pour réfléchir sur tous les impacts que ça peut avoir sur notre métier. Donc si je fais un petit rappel sur les fondamentaux du contrôle technique, donc notre métier est encadré par la loi du 4 janvier 1978. Il a pour objectif la prévention des risques et des aléas et la vérification du respect des règles de l'art. Comment nous formulons des avis sur des ouvrages au moyen de documents qui sont de nature diverse en fonction de l'avancement de l'opération. Et nous nous prononçons par rapport à un référentiel réglementaire. Ou existant ou pertinent plutôt, excusez-moi. Donc sur quoi nous travaillons l'objet, donc évidemment des opérations de construction et leurs éléments d'équipement, selon les missions qui nous ont été confiées, donc parmi lesquelles les plus connues sont la solidité et la sécurité incendie, mais il en existe beaucoup d'autres. Notre donneur d'ordre, c'est le maître d'ouvrage, donc nous travaillons pour le maître d'ouvrage. Et un des principes fondamentaux qui régit notre profession, c'est que nous sommes tierce partie indépendante. Nous sommes indépendants des concepteurs et des constructeurs. Enfin, dans quel cas nous intervenons, soit il existe une imposition réglementaire pour certains types d'ouvrages, ou bien il y a une imposition de l'assurance dommage ouvrage, ou encore sur une démarche volontaire du maître de l'ouvrage. Alors, le BIM, est-ce que c'est une révolution pour le contrôle technique? Si on fait un petit état des lieux, tous les contrôleurs techniques actuellement sont d'ores et déjà confrontés à des opérations qui sont traitées en BIM, avec des niveaux de traitement du BIM qui varient. Soit c'est du BIM qui est uniquement sur la conception, mais il y a quand même des opérations qui sont menées à terme tout en BIM. Donc que fait le contrôle technique aujourd'hui? Le contrôleur technique, il s'adapte un peu au cas de figure. Soit il continue à exercer son métier comme il a eu l'habitude de le faire sur la base de livrables, ou alors il s'intègre complètement dans la démarche. Il y a quelques cas comme ça où effectivement il est vraiment intégré dans le processus collaboratif. Oui, je rappelle que la façon traditionnelle de travailler des contrôleurs techniques, c'est au moyen de plans. C'est la meilleure façon pour faire jusqu'à aujourd'hui une vraie analyse de risque, dans le sens où vous dépliez tous vos plans, les coupes qui vont avec et les documents techniques nécessaires associés. Le constat, c'est qu'effectivement, comme pour tous les autres acteurs, ça a un impact sur notre profession. Donc on constate également qu'il y a
beaucoup de réflexions qui sont en cours et que, alors prenez ce que je vais dire avec précaution, qu'il y a des métiers de la construction qui sont universels, si je pense à l'architecte, aux entreprises. Donc finalement la réflexion elle s'élève au niveau international. Pour ce qui concerne notre métier, il est, comme vous le savez, franco-français. Donc effectivement, nous, on va devoir mener une réflexion locale à l'échelle de la France. Notre état d'esprit aujourd'hui, nous sommes bien évidemment concernés par cette évolution et on a un vrai souhait de s'intégrer dans le processus collaboratif qui est le BIM. Si on regarde les conséquences directes que cela génère sur la finalité de notre métier, là je vais rejoindre un peu l'analyse de mon prédécesseur, à savoir la prévention des risques et des aléas. Finalement, si on se fait une projection idéale sur le BIM, sur sa phase la plus aboutie telle qu'on peut la comprendre aujourd'hui, on a l'impression que la phase conception sera plus aboutie, donc ça réduit les incertitudes et ça nous permettrait d'identifier davantage d'aléas en amont. D'autre part, il est prévu que l'ensemble des réglementations à terme soient implémentées dans les outils, ce qui fait qu'il y a un certain nombre de vérifications qui seraient faites automatiquement. De plus, donc, nous aurions une centralisation des données au sein d'un environnement unique, ce qui nous apparaît comme étant un avantage. J'étais pas plus tard qu'hier soir sur une réunion pour un chantier d'importance où effectivement nous sommes confrontés à une difficulté parce qu'une modification qui était actée par tous n'a pas été répercutée dans tous les documents, ce qui a des conséquences, notamment financières, chez l'entreprise. On se dit idéalement que ça pourrait réduire ce risque. Donc la répercussion des modifications par l'interopérabilité des logiciels. On a nombre de cas où, par exemple, on décide de modifier pour telle ou telle raison l'épaisseur d'un isolant, mais la note de calcul n'est pas automatiquement remise à jour. On peut penser aussi que le BIM permettrait de faire ces mises à jour et de revérifier la conformité à la réglementation en fonction des modifications qui sont effectuées au cours de la vie du chantier. Enfin, non c'est pas enfin, mais un autre élément, c'est que ça permet d'avoir une meilleure vision et une meilleure compréhension des bâtiments complexes. Il y a certains ouvrages qui sont très durs à appréhender en 3 dimensions. Si je prends le cas de la fondation Vuitton, par exemple, c'est dur à voir en 2D. Et également la richesse des données associées à la maquette 3D. Donc ça, on y reviendra. Enfin, pour nos interventions sur les ouvrages existants, effectivement, disposer d'une base de données où on sait ce qui a été fait, où sont les armatures, bref, disposer des plans dont on a besoin pour faire une surélévation, etc. Ça nous semble être vraiment un élément important, puisque dans nombre de cas, le maître d'ouvrage ne dispose plus de ces éléments au jour d'aujourd'hui. Donc les évolutions induites pour notre métier, si on projette notre métier tel qu'il se déroule actuellement, effectivement, il y a des conséquences. On va être obligé progressivement d'abandonner nos pratiques actuelles dont j'ai parlé tout à l'heure, déplier les plans, etc. On ne va pas être les seuls à déplier les plans alors que tout le monde travaille sur de l'informatique. Par contre, il faut qu'on trouve un moyen d'exercer les contrôles que nous faisons sans altérer la pertinence de notre intervention. Alors, on peut imaginer intervenir sur le BIM à ce stade sous différentes formes. Soit on est uniquement consultant et on prend connaissance des éléments avec un petit module qui nous est spécifiquement dédié.
Ou alors on s'intègre directement dans le BIM, par exemple en se prononçant sur les objets. Mais quoi qu'il arrive, on éprouve la nécessité on éprouvera ou on éprouve d'ores et déjà de développer des outils métiers. Et ça a un impact et on devra mener une conduite de changement au sein de nos équipes, à l'instar de tous les acteurs que vous représentez. Est-ce que ça modifie notre métier sur le fond dans la projection qu'on peut en avoir aujourd'hui? Pas réellement. On se dit que ça va être compliqué d'implémenter toute la réglementation française dans l'outil, mais bon, pourquoi pas. Après, on a vu que le BIM favorisait l'innovation. Il y a beaucoup d'opérations aujourd'hui où les parties prenantes sont bien conscientes du fait que s'ils n'avaient pas cet outil, ces opérations n'auraient pas pu être construites. Donc je repense toujours par exemple à la Fondation Vuitton ou bien alors à la Maison du Vin à Bordeaux qui a une forme architecturale assez complexe. Nous disent, et on pense qu'on peut avoir notre impact là-dessus, sur cette innovation, et notre avis à apporter du fait de notre retour d'expérience. Nous disons également que le contrôle externe sur chantier, on ne pourra pas le supprimer. Le BIM ne va pas gérer tous ces aspects. Nous avons également un grand rôle à jouer sur l'interface entre les corps d'État, parce qu'on sait que la sinistralité se situe souvent à ce niveau-là. Après, nous disposons de compétences transverses, telles la sécurité incendie. Rares sont les acteurs qui ont la même vision que nous sur cet aspect. Donc on se dit que on continuera toujours à intervenir sur ces aspects-là. Et également sur le traitement des cas limites. Ce que j'appelle cas limite, c'est que le BIM pourra dire que l'élément est conforme. Après, effectivement, ce sera conforme, mais ça ne satisfera pas obligatoirement au souhait de l'architecte. Donc il y aura nécessité d'évoquer d'autres solutions. Et là, on se dit que pour les approuver, on aura besoin de nous. Parce que vous savez que la réglementation, c'est jamais noir ou blanc. Il y a beaucoup de cas où effectivement, il faut avoir une discussion et faire une analyse de risque. Et enfin, comme je l'ai rappelé en préambule, nous représentons la tierce partie, qui est notre exception française. La France est dotée de ce système particulier d'assurance décennale. Si l'on se projette un petit peu plus loin et qu'on se dit qu'on peut réfléchir notre métier de contrôleur technique différemment, à ce moment-là, on peut penser que l'on pourra revenir à nos fondamentaux, qui sont effectivement l'analyse de risque, qu'on fait peut-être pas aujourd'hui pour beaucoup de raisons aussi profondément qu'on souhaiterait les faire. Pourquoi et cette analyse de risque le besoin de cette analyse de risque sera exacerbé du fait de notamment ce qu'on a vu tout à l'heure, la favorisation de l'innovation par le BIM. Donc effectivement, cette réorientation de notre métier, on souhaite la conduire en fonction des attentes de nos maîtres d'ouvrage avec qui on échangera sur effectivement comment ils pensent nous intégrer dans la démarche globale. On peut aussi imaginer une nouvelle forme d'évolution de notre métier qui est peut-être d'élargir effectivement cette analyse de risque uniquement technique au management de risque des opérations qui permettrait de satisfaire peut-être une attente de nos maîtres d'ouvrage dans le sens où l'environnement est de plus en plus complexe. Il y a une multitude d'intervenants autour des opérations et en fait on pense qu'on pourrait jouer un rôle en élargissant notre champ d'action dans cet univers complexe pour se mettre à son service là-dessus.
Des interrogations, comme sûrement beaucoup d'entre vous, nous en avons beaucoup. J'en ai rappelé quelques-unes. La question de la responsabilité, la nécessité du développement d'une vue métier pour le contrôleur technique, la fiabilité des propriétés qui vont être associées aux objets dans le BIM. Vous savez que nous, pour nous prononcer, nous avons besoin d'un certain nombre d'éléments, comme la preuve de la résistance au feu d'une porte. Et ça, on le prouve par un PV de résistance au feu. Donc, c'est des choses qui, par rapport à la norme PPBIM, sur la description des produits, je pense qu'effectivement, tous ces éléments-là peuvent répondre. Et c'est ça qui est super, parce que dans une maquette, comme on y met de l'intelligence, l'intelligence est liée par l'information. Et vous le disiez, on peut attacher beaucoup de documents. Après, c'est des notions de filtre, savoir dans vos métiers lesquels faire apparaître. Mais dans la norme PPBIM, il faudrait échanger avec ces personnes-là. Mais je pense que c'est exactement le but pour que ça aide la partie aussi dans le contrôle technique derrière. Ce serait vraiment une très grande avancée parce qu'on perd énormément de temps, que ce soit les entreprises ou nous, à récupérer les documents dont on a besoin de... Donc ça apporterait un vrai plus, je pense. C'est une énorme base de données. Je pense qu'on pourra en reparler sur les différents métiers, mais c'est une base de données d'abord, le BIM, même si elle est en présentation graphique. Des interrogations, comme je l'ai dit, on a là, j'ai fait beaucoup de projections sur l'avenir. Donc, on ne sait pas exactement comment ça va se dérouler. Et puis, on n'a pas vraiment d'échelle temps. Donc, on sait qu'il y a une échéance en 2017. Voilà. Donc, effectivement, nous nous interrogeons. Alors, je vais être obligée de vous couper. L'idée, c'est qu'on a envie de collaborer, qu'on a envie d'être moteur aux côtés des autres acteurs sur cette évolution qui nous semble intéressante. Merci. Justement, l'idée, c'est de se dire, vos métiers évoluent. Comment évoluent les métiers de l'assurance aussi dans ce cadre-là? Donc, Monsieur Delcan, on va vous mettre effectivement la slide 19 de la première présentation. Mais comment vous voyez effectivement vos métiers évoluer par rapport à cette digitalisation, numérisation? Effectivement, je vais pouvoir vous l'évoquer, mais je voulais simplement... j'ai pas de slide. Simplement, je voulais retenir la slide de Frédéric Henry, qui est celle-ci, parce que j'ai vraiment l'impression, quand je l'ai vue, que tous les acteurs de la filière construction s'adressent à qui? S'adressent à l'assureur. Et je tiens à remercier Pierre Métici de donner la parole à un assureur, puisqu'on a peu l'occasion d'échanger, de se rencontrer, surtout sur un sujet qui est, pour nous, encore plus éloigné, la maquette numérique, que pour vous. Quand j'ai vu le calendrier de tous les ateliers, aujourd'hui, c'est la thématique BIM. Si vous faites un sondage auprès des assureurs aujourd'hui, qu'est-ce que le BIM? Vous aurez des résultats proches, je pense, des élections nord-coréennes, terre inconnue. Si on commence à parler de Building Information Modeling, c'est des notions, alors peut-être pour les anglo-saxons, qui commencent à parler. Mais si on parle de maquette numérique du bâtiment, là, pour le coup, c'est un sujet pour lequel les assureurs sont en alerte. Alors non pas forcément pour la partie maquette ou pour la partie bâtiment, mais plus pour la partie numérique. Si vous ouvrez toutes les revues aujourd'hui, je suis abonné à l'Argus de l'assurance, l'usine Nouvelle, le Moniteur, il n'y a pas un mois sans qu'il y ait un colloque, une réunion sur la digitalisation, sur le big data, sur le numérique. Et c'est clair que nous, assureurs, alors que notre objet même est le traitement de la donnée passée pour anticiper le futur, on ne peut pas passer à côté d'un outil qui va permettre de collecter la donnée, de l'analyser et de l'archiver dans des grands nombres, parce que c'est notre cœur de métier. Donc on se doit de s'y intéresser, car ça va induire à court terme des évolutions que je vais vous présenter, et à moyen ou long terme, d'autres types d'évolutions qu'on ne connaît absolument pas. À la limite, si je fais un parallèle qu'on m'a cité récemment, c'est est-ce que la maquette numérique ne sera pas à l'assurance et à votre métier, surtout, ce qu'est le smartphone à l'industrie automobile. Pourquoi? Parce que récemment, je fais cette analogie, on m'a fait quel est le véhicule de 2050? Et la boutade dans certaines industries, c'est
un smartphone à 4 roues. Et voilà, c'est tout un changement de paradigme qui est en train de se produire et que l'on se doit d'anticiper. Et c'est le rôle de la FFSA pour l'ensemble de la communauté des assureurs, d'être un peu vigie sur ces sujets, d'anticiper à court terme les problématiques, mais également d'apporter une réflexion à plus long terme. Donc je déroulerai ma présentation selon 4 thématiques. Dans un premier temps, l'impact du BIM identifié sur l'ensemble des métiers impactés de l'assureur. Le deuxième point, c'est l'impact sur les métiers. Un troisième point qui sera plutôt sur une tentative d'analyse des responsabilités des utilisateurs du BIM. Et enfin, j'essaierai de conclure en ouvrant des perspectives qui seront peut-être un peu... qui feront un peu bouger les lignes, mais ça sera mon mot de conclusion. Donc dans un premier temps, sur la partie impact sur les différentes branches de l'assurance. Je vais commencer par un point peut-être où vous n'allez pas m'attendre, c'est l'impact sur les gestionnaires de parcs immobiliers appartenant aux assureurs. Les assureurs ont des contraintes réglementaires, ils se doivent effectivement d'avoir des actifs pour pouvoir répondre à leurs obligations vis-à-vis des assurés. Et pour cette raison-là, pour un contexte réglementaire qui nous est imposé, c'est vrai que les assureurs gèrent des parcs immobiliers en grand nombre. Et on a un comité immobilier au sein de la FFSA. Il y a un an exactement, je suis allé les voir, je leur ai demandé le BIM, pour vous, ça vous évoque quoi? La moitié rien, certains dubitatifs, et il y en a un. Et c'est un assureur d'une filiale étrangère qui était particulièrement informé du sujet, qui me dit oui, le BIM, ça impacte mon métier d'assureur, de gestionnaire de parc immobilier au quotidien et à différents niveaux. Le premier, c'est effectivement au niveau de la conception. Je ne vais pas revenir dessus puisque c'est des sujets que vous maîtrisez parfaitement, mais effectivement, son rôle est de s'assurer que les lots, puisqu'on est principalement sur du tertiaire et sur de la rénovation, les lots bureaux correspondent bien à la demande en termes de calibrage des niveaux de prestation, de la circulation des fluides, les surfaces, etc. Mais surtout, 2 autres dimensions au moment de l'exécution. Alors, ils sont un peu moins impliqués puisqu'on est maître d'ouvrage, mais effectivement, les différents objets qui s'insèrent dans un BIM leur permettent d'associer des éléments qui vont leur être très utiles lors de la vie, lors de l'entretien du bâtiment. Et le troisième point qui les impacte, et généralement on a l'image des assureurs un peu traditionnels, c'est clairement en phase de commercialisation. Aide à la commercialisation pendant les travaux, cet assureur m'a clairement évoqué que son objectif à 6 mois était de pouvoir, pendant les chantiers, venir avec son client avec une masque de réalité virtuelle et lui faire visiter le chantier, alors qu'il est en construction, avec la projection réelle de son bien. Donc l'impact commercial, et bien évidemment, n'a rien à voir avec effectivement des simples réunions de chantier. Le deuxième point, c'est l'aide à l'aménagement des locaux, open space, bureau, je ne vais pas m'y attarder. Et le troisième point également, qu'on n'avait pas du tout vu quand on a commencé à réfléchir au sujet, c'est ce qu'on appelle l'aide à l'acceptance. C'est-à-dire lorsqu'il y a un déménagement important, lourd, dans une entreprise, on passe d'un siège A à un siège B. Et effectivement, les premières personnes qu'il faut convaincre, c'est peut-être la direction générale. Donc il n'y a rien de mieux pour un gestionnaire de parc de venir devant ce comité exécutif avec une belle animation qui permet effectivement de vendre le sujet. Mais il n'y a pas que ce niveau-là. Il y a également, bien évidemment, et en premier lieu, les collaborateurs. Il faut leur faire accepter l'idée du déménagement. Et rien ne vaut que, effectivement, grâce au BIM, une modélisation en 2D ou en 3D des futurs bureaux, voire même, ce qu'ils souhaitaient, c'est mettre des clones ou des avatars à l'intérieur de la maquette pour vraiment accentuer la réalité et pouvoir faire passer l'idée de ce transfert. Donc vous voyez, c'est vraiment des notions où on ne s'attend pas forcément de voir un assureur, mais quand on a évoqué le sujet, c'est apparu. Le deuxième point que je vais évoquer, qui est plus traditionnel, c'est l'impact sur les différentes branches. Alors je vais commencer, parce que c'est, je dirais, là où vous êtes les plus familiers, c'est sur l'assurance construction, sur 3 points, puisque ça va impacter les 3 métiers. Le métier de souscripteur, inspecteur, celui qui accepte le risque, le métier de gestionnaire au quotidien du risque, et enfin, le métier de régleur de sinistre, celui qui indemnise le risque.
Je ne vais pas m'attarder, je vais aller rapidement sur la partie souscription. Vous pouvez imaginer, alors on évoquait en contrôle technique, que sur les grands chantiers notamment, effectivement, les plans, la liste, un certain nombre de documents qui étaient sur support papier avec toutes les problématiques de perte, d'archivage, etc., tout ça va disparaître. Et effectivement, clairement, on va gagner en efficience en termes d'analyse du risque qui a été évoqué principalement par les contrôleurs technique. Donc effectivement, sur la partie souscription, c'est un vrai plus pour nous assureurs d'aborder un risque, une analyse de risque d'un ouvrage qui aura été BIMisé. Partie gestion, vie du contrat, il est clair que cette partie-là également, on en revient s'il y a des améliorations, s'il y a des modifications du risque qui sont réalisées sur des avenants, sur des régularisations de primes qu'on appelle, les choses pourront être beaucoup plus rapides et tout ça, bien évidemment, tourné vers notre client, vers notre assuré, qui pourra effectivement avoir une prestation plus rapide. Le troisième point, c'est sur la prestation d'indemnisation, notre service après-vente, qui effectivement, c'est notre problématique d'assuré, quand vous payez votre prime, c'est toujours compliqué pour vous de faire le chèque, et puis vous vous dites, peut-être que vous n'aurez jamais à avoir une autre relation avec l'assureur uniquement au moment du paiement. Donc en termes de relation client, ce n'est pas extraordinaire et on souhaite effectivement pas avoir de sinistre. Et quand le sinistre se produit, ce qu'on souhaite, c'est que bien évidemment, ce service après-vente soit le plus efficace, le meilleur possible pour notre assuré. Donc clairement, en termes d'indemnisation, le BIM va pouvoir, je dirais en termes métier pur, accélérer les choses, accélérer les processus, car imaginez bien évidemment que si un gestionnaire sinistre a la totalité des informations en un seul lieu et en un temps court, il va pouvoir remettre le plus rapidement possible son analyse du sinistre et donc une proposition d'indemnisation. Je ne reviendrai pas également sur un des avantages du BIM, bien évidemment, qui est la gestion des interfaces, évoquée par Frédéric au préalable, mais c'est vrai que dans le domaine du bâtiment, la complexité vient vraiment de la multiplication des interfaces qui se multiplient également dans un contexte réglementaire de plus en plus fort, que vous connaissez, tant en termes d'enjeux environnementaux, je pense également aux enjeux de la RT 2012, des problématiques acoustiques qui vont imposer l'intégration de beaucoup de normes, et on se doit effectivement de les analyser le plus rapidement possible. Donc il est clair qu'en termes de souscription, et qui va avoir un impact sur l'indemnisation, un ouvrage BIMisé est forcément un plus, notamment dans l'analyse des tolérances géométriques ou encore des compatibilités physico-chimiques qui vont permettre immédiatement de voir où se situe le problème. Le deuxième point, un peu plus technique, et là, effectivement, dans l'analyse, est-ce que les frontières vont peut-être un peu bouger? C'est qu'aujourd'hui, effectivement, les constructeurs, ont une obligation d'assurance qui est l'assurance décennale, sur laquelle repose une présomption de responsabilité très forte, puisque c'est à vous, effectivement, de prouver que vous n'êtes pas engagé s'il y a un sinistre. De l'autre côté, les fabricants, eux, ne le sont pas. Et ils ne rentrent pas, sauf les cas des éperses, dans cette obligation d'assurance. Donc, est-ce que grâce au BIM, grâce à une visibilité, une traçabilité beaucoup plus forte de la cause réelle du sinistre, on va pouvoir identifier plus facilement, et vous, constructeurs, vous pourrez éventuellement vous dédouaner plus facilement de votre responsabilité? C'est une question que je pose. Est-ce que le maître d'ouvrage, s'il n'a pas de décennale, dans le cadre de son action directe vis-à-vis du fabricant, sur la base de sa responsabilité délictuelle, également le BIM va pouvoir favoriser cette mise en cause? C'est une réflexion qu'on a eue. Je n'apporte pas de réponse. Simplement, c'est effectivement que cet outil va peut-être faire bouger certaines lignes. Rapidement également, un autre point sur lequel les assureurs sont souvent montrés du doigt, c'est que les assureurs sont parfois frileux pour assurer l'innovation. Frédéric en a touché un mot, c'est qu'on a besoin, assureurs, parce qu'on engage une mutualité, on engage l'ensemble des adhérents. Donc si vous avez un contrôleur technique qui commence effectivement à faire un peu n'importe quoi, il va fragiliser les autres. Donc nous, quand il y a un nouveau processus qui est mis sur le marché, on se doit, pour l'ensemble de la mutualité, d'analyser au mieux
cette innovation. Donc on a toutes les, je ne vais pas rentrer toutes les réglementations, les avis techniques, etc. Mais surtout, ce qu'on souhaite, nous assurons, c'est d'avoir des retours d'expérience. Et ça, l'AQC est au cœur de ce sujet. Et si les retours d'expérience peuvent se faire par des flux numérisés, vous voyez bien évidemment tout l'avantage qu'on pourra en tirer dans les mesures d'alerte, dans l'identification de certains problèmes de joints d'il y a quelques années, de certains problèmes de panneaux photovoltaïques encore plus récents. Immédiatement, on pourra, dans le cadre de flux numérisés, avoir l'information et pouvoir mettre en place des mesures correctives le plus rapidement possible. L'assurance construction, un mot rapide sur l'assurance dommage. Là encore, un apport énorme au niveau de la souscription. On doit souscrire un immeuble. Aujourd'hui, c'est des plans, c'est des caractéristiques. Si on a toutes ces caractéristiques au niveau informatique, bien évidemment, gain de temps et d'argent. On peut même penser à contractualiser le BIM. En assurance, vous avez ce qu'on appelle des règles proportionnelles de capitaux ou de primes. C'est-à-dire si le bien vient à évoluer dans le temps et si l'assureur n'est pas informé, on peut appliquer une sanction en cas de sinistre. Si vous avez un flux de données en flux continu entre, et là je rêve peut-être, je suis à long terme, entre l'assuré, l'intermédiaire et l'assureur, ce type de sanctions tomberont. On ne pourra plus les appliquer puisque effectivement c'est une chose qui sera, pour laquelle on aura eu l'information. Je passe également sur l'amélioration de la prévention, en endommageant bien l'implantation des sprinklers, si on peut le numériser, c'est beaucoup plus rapide. Un dernier point, parce que je dépasse le temps, et je vais laisser passer l'annonce, c'est la problématique des incertitudes juridiques liées à l'utilisation du BIM. On a également essayé de s'y pencher et on s'est tourné vers l'exemple anglo-saxon, puisque le Royaume-Uni est en avance sur le sujet, sur l'analyse de la responsabilité des acteurs qui interviennent à la conception de la maquette, sur les conséquences en matière d'assurance, et également le troisième point sur la propriété des données et les propriétés de la maquette numérique. On n'a pas trouvé grand-chose. La maquette numérique est un outil, comme il y avait précédemment le plan, comme il y avait précédemment, je ne vais pas remonter jusqu'au papyrus, ça va beaucoup trop loin, mais c'est un outil. Et ce qui est conseillé, ce qu'on a vu en retour d'expérience, c'est plus les choses seront contractualisées dans l'utilisation de la maquette numérique, plus les responsabilités sont cernées et moins en cas de sinistre, il y aura de problèmes. Donc ce que font les anglo-saxons, c'est dès la mise en place d'un BIM, il y a un protocole BIM, il contractualise le rôle de tous les intervenants. Et en cas de BIM un peu plus développé sur des gros chantiers, il demande la mise en place d'un BIM manager qui va gérer la totalité des données, la totalité des interférences du BIM. Je vais conclure. Merci. Et je vais conclure sur effectivement un sujet qui peut peut-être... je vais revenir sur mon introduction sur l'impact organisationnel du numérique dans nos métiers. Et c'est tous les métiers, hein, ce n'est pas uniquement le vôtre, le nôtre. Et c'est toujours bien d'aller voir ce qui se passe ailleurs, sur d'autres secteurs industriels ou sur d'autres continents qui sont plus en avance sur le sujet. Je vais vous donner deux anecdotes. J'en tirerai pas de conclusion, je vous laisserai le soin d'en tirer pour vos métiers. Le premier, c'est l'entreprise Target, hein, qui est une entreprise américaine de distribution, qui a identifié un problème pour fidéliser sa clientèle féminine. C'est au moment où les femmes sont enceintes, elles sont le plus volatiles en termes de clientèle. Donc il a essayé d'anticiper ce sujet. Comment le savoir? Parce que les femmes ne vont pas aller voir leur chef de rayon pour leur dire « je suis enceinte ». Ils ont analysé la totalité des tickets de caisse des femmes qui avaient une carte de fidélité, qui achetaient des couches ou du lait pour enfants, analysé sur les 18 derniers mois. Ils ont pu, par les corrélations, hein, des analyses statistiques, la quantification statistique des relations entre deux valeurs, identifier que les femmes qui achetaient des couches, à 3 mois de la grossesse, achetaient des lotions sans alcool, et 15 jours, un mois après, achetaient des compléments alimentaires de fer ou de magnésium. On peut se dire, ça ne marche pas. Parce que l'idée derrière, c'était de faire du marketing direct pour aller fidéliser cette clientèle. Un père de famille a envoyé un courrier au directeur relations de Target en se plaignant que sa fille de 18 ans recevait
des coupons de réduction pour de la layette. Ils s'en offusquaient. Le directeur relations clientèle l'analyse, appelle cette personne, et cette personne toute penaud, et dit « Oui, effectivement, j'en suis désolé, il s'est passé quelque chose au mois d'août dans ma famille, ma fille est effectivement enceinte. » Donc toutes ces analyses, ces corrélations posent beaucoup de problèmes, beaucoup de sujets, que vous pouvez éventuellement, quand on parle de base de données techniques, d'analyse des données, de liens avec l'expertise, qui peuvent vous impacter à terme. Et le dernier point, et j'en terminerai là, cette fois-ci, je vais prendre une image dans le monde médical. Parce que, avec le développement du numérique, on parle de la fin des experts métiers. C'est que les experts métiers tendraient à voir leur position s'amenuiser par rapport à d'autres. Et c'est une femme qui est Dr McGregor dans un hôpital de l'Oregon, qui est spécialiste de tous les incidents, de tous les problèmes de soins des bébés prématurés. Et qui est la meilleure spécialiste et reconnue sur le sujet. Mais cette femme n'est pas docteure en médecine, elle est docteure en informatique. Pourquoi? Parce que cet hôpital, depuis plus de 15 ans, a mis dans ses bases de données la totalité des pathologies, pas de la construction, mais des problématiques néonataux, des nouveau-nés, et peut maintenant, grâce à une analyse informatique, effectivement en sortir le meilleur diagnostic. Et j'arrêterai là. Merci beaucoup pour ces interventions. On n'aura pas de temps pour les questions, mais je vous engage à vous rapprocher des intervenants pour discuter avec eux, parce qu'on a un timing un peu serré. Merci beaucoup. Je pense qu'effectivement, c'est toute cette notion d'intelligence, intelligence numérique et puis intelligence humaine, parce qu'on reste derrière les machines, ça reste quand même des hommes. Merci beaucoup. Prochaine conférence et conférence de clôture, justement, sur ce point de convergence entre plan de transition numérique et plan de transition énergétique. Merci à tous. À tout à l'heure, 11h15.